La clique dorée, partie 12, chapitre 23. Il n'est pas d'homme, si brave qu'on le suppose, qui ne frémisse à cette idée qu'il vient d'échapper miraculeusement au coup d'assassins inconnus. Il n'en est pas qui ne sente son sang se figer dans ses veines, en songeant que ceux qui l'ont manqué renouvelleront sans doute leur tentative, et que le miracle ne se renouvellera peut-être pas. Voilà où en était Daniel. Il avait désormais cette effrayante certitude qu'une guerre à mort lui était déclarée, une guerre de sauvages, sans pitié, merci ni trêve, guerre de surprise et de traîtrise, d'embuscade et de ruse. Il lui était prouvé que près de lui, dans son ombre, pour ainsi dire, marchait un invisible ennemi, stimulé par l'appât du gain, épiant ses moindres démarches, toujours en éveil, prêt à saisir l'occasion de le frapper. Et par l'infernale adresse des 2 tentatives avortées, Daniel pouvait mesurer la scélératesse supérieure de l'homme choisi et payé. Il le croyait du moins, par Sarah Brandon. Cependant, il ne souffla mot des dangers qu'il courait, et même, une fois remis de la terrible secousse, il prit sur lui de dissimuler ses préoccupations sous une gaieté qu'on ne lui avait pas vue de tout le voyage. « Je ne veux pas, se disait-il, que l'ennemi soupçonne mes soupçons. » Mais, de ce moment, ses défiances ne s'endormirent plus, et toutes ses démarches furent marquées au coin d'une savante circonspection. Il ne mit plus un pied devant l'autre, pour ainsi dire, sans avoir tâté le terrain. Jamais il ne se suspendit à une tire-veille, sans en avoir sournoisement éprouvé la solidité. Il s'était fait une loi de ne plus rien prendre, ne fût-ce qu'un verre d'eau ou un fruit, hors de la table des officiers. Assurément, ce perpétuel qui-vive et cette prudence ombrageuse, autant que la peur, répugnaient prodigieusement à son caractère hardi. Seulement, il avait compris que l'insouciance en de telles conjonctures serait, non pas courage, mais du prix. Un duel était engagé, dont il voulait sortir vainqueur. C'était bien le moins qu'il ne s'offrit pas sans défense au cou. C'est qu'il lui semblait que sa poitrine était le seul rempart de celle qu'il aimait, et il prévoyait que, lui mort, elle serait perdue. C'est qu'il ne cherchait pas seulement à défendre sa vie, il espérait arriver jusqu'à l'assassin et par lui remonter jusqu'à l'infâme créature dont il n'était que l'instrument, jusqu'à Sarah Brandon. Aussi poursuivait-il sous main, sans bruit, lentement mais incessamment, l'enquête qu'il avait commencée. Et certaines circonstances oubliées d'abord et divers indices adroitement recueillis lui donnaient de grandes espérances. Il lui était démontré, par exemple, que seuls les matelots des canots étaient allés à terre et que pas un ne s'était écarté des autres seulement 10 minutes. Donc, le faux batelier n'était pas un homme de l'équipage de la Conquête. Ce ne pouvait non plus être un soldat de l'infanterie de marine, aucun n'ayant obtenu la permission de débarquer. Restaient les émigrants, dont 50 ou 60 avaient passé la soirée à Saïgon. Mais cette hypothèse que l'un d'eux avait attiré Daniel dans le bateau n'était-elle pas écartée par les circonstances de la première tentative d'assassinat? Non, car beaucoup de ces émigrants, jeunes et excédés de l'oisiveté de la traversée, sollicitaient comme une faveur l'occasion d'aider aux manœuvres. Et après de minutieuses informations, Daniel acquit la certitude que 4 d'entre eux étaient mêlés aux matelots sur la vergue d'où était tombée la pesante poulie qui eût dû le tuer. Lesquels? C'est ce qu'il ne put découvrir. N'importe, les résultats obtenus par Daniel suffisaient pour lui rendre l'existence plus supportable. Il respirait à bord, il allait, il venait en toute sécurité, maintenant qu'il était bien sûr que son assassin ne faisait pas partie de l'équipage de la Conquête. Et même il éprouvait un soulagement réel à pouvoir se dire que ce n'était pas du moins parmi ces braves et rudes marins qu'on avait trouvé à acheter un misérable pour le frapper lâchement. De plus,
Le champ de ses investigations se trouvait assez limité pour qu'il pût désormais entrevoir le succès. Malheureusement, dès la première quinzaine de l'arrivée, les émigrants avaient été répartis, selon les besoins, dans divers établissements de la colonie, assez éloignés les uns des autres. Force fut à Daniel de renoncer, au moins momentanément, au projet qu'il avait formé de s'entretenir avec tous jusqu'à ce qu'il reconnût cette voix du faux batelier qu'il n'oubliait pas. Lui-même, d'ailleurs, ne devait pas séjourner à Saïgon. Après une première campagne qui l'éloigna 2 mois, on lui confia le commandement d'une chaloupe à vapeur, avec mission d'explorer et de relever le cours du Cambodge, depuis la mer jusqu'à My Tho, la seconde ville de la Cochinchine. Ce n'était pas une tâche facile, le Cambodge ayant déjà mis en défaut l'habileté de plusieurs ingénieurs hydrographes, déroutés par les incessants caprices de ce fleuve dont les passes changent de direction et de profondeur suivant les moussons. Mais c'était surtout une rude et périlleuse mission. Outre qu'il est tout obstrué de vases infects, le Cambodge coule à travers des plaines basses et marécageuses, couvertes d'eau pendant la saison des pluies, et d'où se dégagent, sous les rayons d'un soleil torride, ces exhalaisons mortelles qui coûtèrent tant d'hommes à l'expédition de l'amiral Charnay. Daniel ne devait pas tarder à en faire l'expérience cruelle. Moins d'une semaine après le commencement de ses travaux de reconnaissance, il vit expirer sous ses yeux, en quelques heures, dans les atroces convulsions du choléra, 3 des hommes placés sous ses ordres. Pendant les 4 mois qui suivirent, 7 succombèrent à des fièvres contractées dans ces marais empestés. Et vers la fin de l'expédition, quand les explorations touchaient à leur terme, c'est à peine si les survivants, exténués, avaient la force de se tenir debout. Seul, Daniel n'avait pas même été effleuré par le redoutable fléau. Dieu sait s'il s'était ménagé, cependant, et s'il avait hésité à payer de sa personne. Pour soutenir, pour électriser des hommes épuisés par la maladie et irrités de dépenser leur vie à des travaux sans éclat, il fallait un chef d'une énergie expansive, d'une intrépidité peu commune, qui traitât le danger comme un ennemi auquel on impose en le bravant. Daniel fut ce chef. Il l'avait bien dit, la veille de son départ, à Sarah Brandon. Avec une passion telle que la mienne, avec tant d'amour au cœur et tant de haine, on peut tout braver. Le climat meurtrier ne m'atteindra pas, et quand j'aurai 10 balles dans la poitrine, je trouverai encore la force de venir vous demander compte d'Henriette avant de mourir. Et, en effet, il lui avait fallu, pour résister, cet indomptable vouloir que la passion inspire, exaspère et soutient. Hélas, ces fatigues exorbitantes n'étaient rien comparées à ses souffrances morales. La nuit, pendant que ces hommes dormaient, il veillait, lui, le cœur déchiré d'angoisse, tantôt écrasé par le sentiment de son impuissance, tantôt se demandant s'il ne deviendrait pas fou de rage. C'est qu'il y avait 1 an maintenant qu'il avait quitté Paris pour rejoindre la conquête à Rochefort. 1 an. Et il n'avait pas reçu une seule lettre de mademoiselle de la Ville-Audry. Pas une seule. À chaque navire arrivant de France avec des dépêches, son espoir redoublait. Espoir toujours trompé. Allons, se disait-il alors, ce sera pour le prochain. Et il comptait les jours. Puis il arrivait, ce vaisseau tant attendu, et pas plus que les autres, hélas, il n'apportait de lettres de mademoiselle Henriette. Comment expliquer cet inexplicable silence? Quels événements étranges étaient survenus? Que croire, qu'espérer, que craindre? Être enchaîné par l'honneur à des milliers de lieues d'une femme aimée jusqu'au délire, ne plus savoir rien d'elle, de la vie, de ses actions, de ses pensées, en être réduit à cet excès de misère, de douter. Moins malheureux eût été Daniel si tout à coup on fût venu lui dire « Mademoiselle de la Ville-Audry n'est plus ». Oui, moins malheureux, car la passion vraie, en son farouche égoïsme, soutire moins de la mort que de la trahison. Henriette morte, Daniel eût été écrasé,
et il se peut que son désespoir l'eût porté aux plus fatales extrémités. Mais il eût été délivré de cet horrible combat qui se livrait en lui, entre sa foi aux promesses de sa fiancée et des soupçons qui lui faisaient dresser les cheveux sur la tête. Mais il savait que mademoiselle de la Villehaudry vivait. Il n'était guère de vaisseau arrivant de France ou d'Angleterre qui ne lui apportât une lettre de M. de Brévand ou de la comtesse Sarah. Car la comtesse Sarah s'obstinait à lui écrire, comme si un lien mystérieux existait entre eux qu'elle le défiait de briser. « J'obéis, disait-elle, à une impulsion plus puissante que ma raison et que ma volonté. C'est plus fort que moi, plus fort que tout. Il faut que je vous écrive, il le faut. » Elle disait, d'autrefois, « Vous souvenez-vous de cette nuit, Daniel, où, pressant entre vos bras Sarah Brandon, vous lui juriez d'être tout à elle? La comtesse de la Villehaudry ne saurait l'oublier. » Et sous ces phrases les plus indifférentes, on sentait palpiter une passion difficilement contenue et près d'éclater. Et ces lettres ressemblaient à ces conversations d'amoureux timides qui parlent de la pluie et du beau temps d'une voix frémissante de désir en échangeant des regards enflammés. M'aimerait-elle véritablement? Pensait Daniel. Et serait-ce la punition? Puis, aussitôt, jurant comme le plus grossier de ses matelots, « Serais-je donc une dupe éternelle ?» reprenait-il. « N'est-il pas évident que cette exécrable créature ne cherche qu'à endormir mes défiances? C'est sa défense qu'elle organise, pour le cas où le misérable qui doit m'assassiner serait pris et la compromettrait par ses révélations. » Jamais, du reste, dans aucune de ses lettres, la comtesse Sarah ne manquait de donner des nouvelles de sa belle-fille. Mais c'était avec toutes sortes de réticences et de réserves, et en termes ambigus, comme si elle eût compté sur la pénétration de Daniel pour deviner ce qu'elle ne voulait ou ne pouvait pas dire. D'après elle, mademoiselle Henriette avait pris son parti du mariage de son père. La tristesse de cette chère enfant s'était tout à fait dissipée. Mademoiselle Henriette était au mieux avec sir Tom. Les coquetteries de cette jeune fille devenaient inquiétantes, et ses imprudences défrayaient la médisance des salons. Daniel ferait sagement de s'accoutumer à cette idée qu'il retrouverait mademoiselle Henriette mariée à son retour. « Elle ment, l'infâme !» se disait Daniel. « Oui, elle ment. » Mais il avait beau se défendre et se roidir, chaque lettre de Sarah apportait le germe d'un nouveau soupçon qui fermentait dans son esprit, de même que dans les veines de ses matelots les miasmes mortels apportés par le vent du sud. Pour être différentes et même contradictoires, les informations de Maxime de Brévand n'étaient pas plus rassurantes. Ces lettres semblaient accuser les perplexités et les hésitations d'un homme préoccupé d'adoucir des vérités trop dures. Selon lui, la comtesse Sarah et mademoiselle de la Villehaudry étaient fort mal ensemble, mais il se déclarait obligé de convenir que tous les torts étaient du côté de la jeune fille, qui paraissait se faire une étude de mortifier sa belle-mère, tandis que celle-ci répondait aux plus irritantes provocations par une inaltérable mansuétude. Il laissait deviner quelque chose des calomnies, il ne disait pas médisance, lui, qui compromettait la réputation de mademoiselle Henriette, avouant que d'ailleurs elle y avait prêté par certaines légèretés. Il ajoutait enfin qu'il prévoyait le moment où, en dépit des conseils qu'il lui prodiguait, elle déserterait le toit paternel. « Et pas une ligne d'elle !» s'écriait Daniel. « Pas une ligne !» Et il lui écrivait lettre sur lettre, la conjurant de lui répondre, quoi qu'il y eût, et de ne pas craindre, le pire malheur devant être un bienfait comparé aux incertitudes qui le déchiraient. Il écrivait, sans pouvoir certes imaginer que ces tourments, mademoiselle Henriette les endurait, que leur correspondance était interceptée, qu'elle n'avait pas plus de nouvelles de lui qu'il n'en avait d'elle. Le temps passait, cependant, qui emporte d'un vol égal les bons et les mauvais jours. Daniel regagna Saïgon, rapportant un des plus beaux travaux d'hydrographie qu'on possède sur la Cochinchine. Ce que valait ce travail, ce qu'il avait coûté de fatigue, de privation et d'hommes, on ne l'ignorait pas,
et il fut récompensé comme eût pu l'être un fait d'armes, et récompensé sur-le-champ en vertu de pouvoirs spéciaux, sauf une confirmation qui jamais n'est refusée. Tous les survivants de l'équipage de la chaloupe furent portés à l'ordre du jour de l'armée d'occupation. 2 furent décorés, et Daniel fut promu au grade d'officier de la Légion d'honneur. En d'autres circonstances, cette distinction, dont sa jeunesse doublait le prix, l'eût transporté. Elle le laissa froid. Sous tant et de si longues épreuves, les ressorts de son être s'étaient affaissés. Les sources de la joie comme celles de la douleur se tarissaient en lui. Il ne luttait plus contre le découragement. Il en arrivait à se persuader que mademoiselle Henriette l'avait oublié, que jamais elle ne serait sa femme. Or, comme il se sentait incapable d'en aimer une autre, ou plutôt comme les autres n'existaient pas pour lui, comme sans Henriette le monde lui paraissait vide, absurde, insupportable, il se demandait à quoi bon vivre. Il y avait des moments où il regardait ses pistolets avec amour, se disant « Pourquoi ne pas épargner la façon de ma mort à Sarah Brandon ?» Ce qui retenait sa main, c'était le levain de haine qui se soulevait en lui. N'aurait-il donc plus le courage de vivre assez pour se venger ? Harcelé de telles angoisses, il s'isolait de plus en plus, ne descendait jamais à terre, et ses camarades de la conquête s'effrayaient lorsqu'ils le voyaient, pâle et les yeux brillants d'un feu sombre, arpenter de long en long, comme s'il eût été de quart, le pont de la frégate. C'est qu'ils aimaient Daniel. Si incontestable était sa supériorité qu'elle était incontestée. On pouvait l'envier, le jalouser. Non. D'aucuns pensaient qu'il avait rapporté des marais empestés du Cambodge le principe d'une de ces implacables maladies qui désorganisent sourdement les tempéraments les plus robustes et qui éclatent tout à coup, emportant un homme en quelques heures. « Deviendriez-vous misanthrope, mon cher Champsay ?» lui disait-il. « Voyons, sacrebleu, secouez cette mélancolie qui finirait par vous jouer quelque mauvais tour. » Et plaisantant, ils ajoutaient « Décidément, les vases du Cambodge vous manquent. » Il croyait rire, il disait vrai. Oui, Daniel regrettait les plus mauvais jours de sa mission. En ce temps, du moins, le souci de sa responsabilité, d'écrasante fatigue, le danger et le travail lui procuraient quelques heures d'oubli, tandis que maintenant, l'oisiveté le laissait, sans répit ni trêve, face à face avec ses obsédantes pensées. Ce fut ce désir, ce besoin d'échapper en quelque sorte à lui-même, qui le fit accepter de se joindre à une expédition organisée par ses camarades désireux d'essayer des émotions d'une grande chasse. Pourtant, le matin du départ, il eut comme le pressentiment d'un malheur. Belle occasion, pensa-t-il, pour l'assassin au gage de la comtesse Sarah. Puis, haussant les épaules, « Vais-je pas hésiter ?» dit-il avec un rire amer. En vérité, une existence telle que la mienne vaut bien la peine d'être défendue. C'est pourquoi, le lendemain, arrivé avec tous les chasseurs sur le terrain, il reçut du chef de l'expédition ses instructions et son poste. Il se trouvait placé entre 2 de ses camarades, en avant d'un fourré, à l'entrée d'une gorge fort étroite, par où devait nécessairement passer le gibier gros et menu, rabattu par une nuée d'anamites. On tiraillait depuis 1 heure, quand les voisins de Daniel le virent tout à coup lâcher sa carabine, tourner sur lui-même et chanceler. Ils se précipitèrent pour le soutenir. Mais il tomba la face contre terre, en disant haut et très distinctement « Ils ne m'ont pas manqué, cette fois. » Au cri d'épouvante des 2 voisins de Daniel, tous les chasseurs étaient accourus, et parmi eux le chirurgien-major de la conquête, un de ces vieux guérisseurs qui, sous un scepticisme jovial et des façons bourrues jusqu'à la brutalité, cachent un immense savoir et une sensibilité presque féminine. À la seule vue du blessé, que ses camarades avaient étendu sur le dos, en lui faisant un oreiller de leur paletot, et qui gisait pâle comme la mort et inanimé,
Le brave docteur fronça le sourcil. « Il n'en reviendra pas, grommela-t-il entre ses dents. Les officiers étaient consternés. « Pauvre Champsay, murmura l'un d'eux, échappé aux fièvres du Cambodge pour venir se faire tuer ici à une partie de plaisir. Vous souvient-il, docteur, de ce que nous lui disions lors de son second accident? Défiez-vous du troisième. » Le vieux médecin n'écoutait pas. Il s'était agenouillé et rapidement avait dépouillé de ses vêtements le torse de Daniel. Le malheureux avait été atteint d'un coup de feu. La balle avait pénétré dans le côté droit, un peu en arrière, et l'on voyait entre la 4e et la 5e côte une plaie circulaire, aux lèvres rentrantes, d'1,5 centimètre environ de diamètre. Mais l'examen le plus attentif ne put faire découvrir la plaie de sortie du projectile. Lentement, le docteur se releva, et tout en époussetant soigneusement les genoux de son pantalon. « Tout bien considéré, prononça-t-il, je ne voudrais point parier qu'il n'en réchappera pas. Qui sait où est allée se loger la balle? Il se peut qu'elle ait respecté les organes essentiels. Les projectiles ont souvent des déviations et des caprices bizarres. Je répondrais presque de l'avis de M. Champsay, si je le tenais dans un bon lit de l'hôpital de Saïgon. Nous allons toujours essayer de l'y transporter vivant. Que l'un de vous, messieurs, dise aux matelots qui nous ont accompagnés de préparer une litière avec des branches. » Le bruit d'une lutte, d'affreux jurons et des cris inarticulés lui coupèrent la parole. À 15 pas, au-dessous de l'endroit où Daniel était tombé, on vit sortir du fourré 2 matelots, le visage cramoisi de colère, traînant un homme armé d'un mauvais fusil qui hurlait. « Voulez-vous bien me lâcher, tas de fainéants? Lâchez-moi, vous me faites mal !» Et il se débattait furieusement sous la puissante étreinte des marins, s'arc-boutant contre les racines et les rochers, cambrant les reins, se rejetant en arrière. Si bien que, exaspérés de sa résistance, l'enlevèrent d'un mouvement brusque et le jetèrent aux pieds du chirurgien-major en criant « Voilà le scélérat qui a tué notre officier !» C'était un homme de taille médiocre, d'apparence grêle, à l'œil morne, à la lèvre impudente, avec de longs cheveux d'un blond sale, portant moustache et barbiche. Son costume était celui des anamites de la classe moyenne, la blouse boutonnée sur le côté, le pantalon taillé selon la mode chinoise et les sandales de cuir rouge. Il était néanmoins évident que cet homme était européen. « Où l'avez-vous trouvé ?» demanda le chirurgien au matelot. « Là-bas, mon commandant, derrière ce gros buisson, à la droite du lieutenant Champsay et un peu en arrière. »« Quelle raison avez-vous de l'accuser ?»« Ah, des raisons terribles, mon commandant. Il se cachait. Quand nous l'avons vu aplati par terre, crevant de peur, nous nous sommes dit « Sûr, c'est lui qui a fait le coup !» L'homme, cependant, s'était redressé et avait pris une attitude provocante, à force d'assurance. « Ils mentent !» s'écria-t-il. « Oui, ils ont menti, les lâches !» Cette injure allait lui valoir une terrible taloche sans le vieux docteur, qui retint le bras déjà levé d'un des matelots. Puis, poursuivant son interrogatoire, « Pourquoi vous cachiez-vous » demanda-t-il à l'homme. « Je ne me cachais pas. »« Que faisiez-vous donc, blotti dans le buisson ?»« J'étais à l'affût donc, comme les autres. Faut-il un port d'armes à présent en Cochinchine ? Je n'étais pas invité à votre chasse, c'est vrai, mais j'aime le gibier, et je me suis dit, quand même, je tuerai 2 ou 3 pièces de toutes celles que leurs rabatteurs vont leur amener, je ne leur ferai pas grand tort. » Longtemps le docteur le laissa parler, l'observant en dessous, d'un œil perspicace. Puis, tout à coup, l'interrompant, « Donnez-moi votre fusil, » dit-il. L'homme pâlit assez visiblement pour que sa pâleur fût remarquée de tous les officiers qui l'entouraient. Cependant, il s'exécuta de bonne grâce en disant « Voilà, c'est un fusil qu'un de mes amis m'a prêté. » Fort attentivement, le docteur examina l'arme, et après en avoir fait jouer la batterie, « Les canons de ce fusil sont vides, » observa-t-il, « et il n'y a pas 2 minutes qu'ils ont été déchargés. C'est vrai, j'ai fait feu de mes 2 coups sur une bête qui est passée à ma portée. Il se peut qu'une de vos balles se soit égarée. Impossible, je visais du côté de la plaine, c'est-à-dire que je tournais le dos à l'endroit où l'officier était posté.
À la grande surprise de tous, la physionomie narquoise d'ordinaire du vieux chirurgien n'exprimait rien que la plus bienveillante crédulité. À ce point que les 2 matelots qui avaient découvert l'homme en furent exaspérés et ne purent se tenir de crier. « Ah, ne le croyez pas, mon commandant, ce failli chien !» Mais lui, encouragé sans doute par l'apparente bonhomie du docteur, « Veut-on me laisser me défendre, oui ou non ?» fit-il. Et d'un ton d'impudence extraordinaire, « Après ça, prononça-t-il, que je me défende ou non, ce sera probablement tout comme. Ah, si j'étais matelot, ou seulement soldat de marine, ce serait une autre paire de manches, on m'écouterait. Mais quoi ? Je ne suis qu'un méchant Pékin, et ici, c'est connu, ils ont beau dos, les Pékins. Fautifs ou non, du moment où on les accuse, leur compte est bon. » La conviction du docteur devait être faite, car il arrêta ce flux de paroles. « Rassurez-vous, mon ami, dit-il de sa meilleure voix. Une preuve existe qui établira victorieusement la vérité. La balle qui a frappé le lieutenant Champsay est restée dans la blessure, et elle sera extraite, c'est moi qui vous le promets. Tous ici, nous avons des carabines à projectiles coniques. Vous êtes le seul à avoir un fusil de chasse ordinaire, à balles sphériques. Donc, pas d'erreur possible. Je ne sais si vous me comprenez. » Oui, il comprenait, et si bien que sa face blême était devenue livide et qu'il promenait autour de lui un regard égaré. Durant 10 secondes, il hésita, calculant ses chances, puis, soudain, tombant à genoux, les mains jointes et battant le sol de son front. « J'avoue, s'écria-t-il. Oui, c'est peut-être moi qui ai touché l'officier. J'ai entendu les broussailles remuer de son côté et j'ai tiré au jugé. Quel malheur, mon Dieu, quel malheur! Ah, je donnerais ma vie pour sauver la sienne, si c'était possible. C'est un accident, messieurs, je vous le jure. Tous les jours, il en arrive de pareils à la chasse qu'on raconte dans les journaux. Seigneur, que je suis malheureux. » Le docteur s'était reculé. « Assurez-vous de ce gaillard-là, commanda-t-il aux 2 matelots qui l'avaient arrêté. Amarrez-le-moi solidement et conduisez-le à la prison de Saïgon, avec un mot qu'un de ces messieurs va vous remettre pour le directeur. » L'homme paraissait anéanti. « Un malheur n'est pas un crime, gémissait-il. Je suis un honnête ouvrier. »« C'est ce que nous verrons à Saïgon, » fit le docteur. Et il se hâta d'aller voir où étaient les préparatifs qu'il avait commandés pour le transport du blessé. En moins de 20 minutes, et avec cette merveilleuse adresse qui est un de leurs traits distinctifs, les matelots avaient construit un solide brancard dont ils avaient garni le fond d'un véritable matelas d'herbes sèches, poussant le soin jusqu'à établir une sorte de tente au-dessus avec de larges feuilles. Quand on y déposa Daniel, la douleur lui arracha une sorte de râle. C'était le premier signe de vie qu'il donnait. « Et maintenant, mes amis, dit le docteur aux matelots, en route, et souvenez-vous qu'il suffirait d'une secousse pour tuer votre officier. » Il n'était pas 8 heures du matin quand le funèbre cortège se mit en route, et ce n'est que, bien avant, dans la nuit, sur les 2 ou 3 heures, qu'il entra dans Saïgon par une de ces pluies torrentielles qui donnent une idée du déluge et dont la Cochinchine a le funeste privilège. Les matelots qui portaient la litière où gisait Daniel avaient marché 18 heures consécutives par des sentiers à peine frayés où, à tout moment, il fallait ouvrir un passage à travers d'inextricables fouillis d'aloès, de cactus, de jacquiers et de corosol. Souvent les officiers avaient voulu leur venir en aide. Toujours ils avaient refusé, se relayant entre eux, ne cessant de prendre les plus ingénieuses précautions, telles qu'une mère eût pu les imaginer pour son enfant à l'agonie. Si bien que tant que dura cette marche si longue, le moribond ne ressentit pas une secousse, et le vieux chirurgien, ému, disait aux officiers qui l'entouraient en montrant les matelots. « Braves gens, quel soin ! On eût placé sur le brancard un vase plein d'eau à déborder, qu'il ne s'en fût pas répandu une goutte. » Ah oui, braves gens, rudes sans doute, et grossiers, brutaux parfois, et terribles à rencontrer à terre, un lendemain de paye après une station au cabaret. Mais gardant sous ces dehors un peu effrayants un cœur d'or,
des naïvetés d'enfants et le feu sacré des plus nobles dévouements. Pour bien dire, ils n'osèrent respirer à pleine poitrine qu'après qu'ils eurent déposé leurs fardeaux précieux sous le porche de l'hôpital. 2 officiers, accourus en avant, avaient fait préparer une chambre. On y porta Daniel, et quand on l'eut doucement étendu dans un bon lit bien blanc, officiers et matelots se retirèrent dans une pièce voisine pour attendre l'arrêt du docteur qui restait près du blessé avec 2 aides-majors qu'on était allés réveiller. Bien faible était l'espoir. Daniel avait repris connaissance en chemin et même il avait adressé quelques paroles à ceux qui l'entouraient, mais des paroles sans suite, expression du plus affreux délire. On l'avait questionné, mais ses réponses incohérentes n'avaient que trop prouvé qu'il n'avait aucunement conscience de l'accident dont il était victime, non plus que de sa situation. De sorte que, parmi ces marins qui attendaient, et qui tous plus ou moins avaient une certaine expérience des plaies d'armes à feu, l'opinion générale était que la fièvre aurait emporté le malade avant que le jour se levât. Cependant, un grand silence se fit comme par enchantement, et toutes les conversations cessèrent. Le vieux chirurgien venait d'apparaître sur le seuil de la chambre du blessé, et un bon sourire de confiance entr'ouvrait ses grosses lèvres. « Ce pauvre Champsay va aussi bien que possible, déclara-t-il, et je répondrais presque de lui si les grandes chaleurs n'étaient si proches. » Et, apaisant du geste le murmure de satisfaction qui accueillait cette bonne nouvelle, « C'est qu'en vérité, continua-t-il, si affreuse que soit sa blessure, elle n'est rien comparée à ce que raisonnablement on devait craindre. Il y a plus, messieurs, je tiens le corps du délit. » Il élevait en l'air, en même temps, et montrait une balle sphérique qu'il tenait entre le pouce et l'index. « Encore un exemple, prononça-t-il, à ajouter à tous ceux que citent De Vergy, Dasper et Briand, des bizarreries des projectiles. Celui-ci, au lieu de poursuivre directement son trajet à travers le corps de notre pauvre ami, avait contourné les côtes et avait été se loger tout près de la colonne vertébrale. C'est là que je l'ai découvert, presque à fleur de peau, et il a suffi pour l'extraire d'un coup de bistouri. » Le fusil de chasse saisi le matin entre les mains du meurtrier avait été déposé dans un des coins de la salle. On l'apporta, la balle y fut essayée, elle s'y adaptait parfaitement. « Voilà donc, s'écria un jeune enseigne, voilà donc la preuve palpable que le misérable arrêté par nos matelots est l'assassin de Champsay. Ah, il eût pu se dispenser d'avouer son crime. » Mais le vieux chirurgien, fronçant le sourcil, « Doucement, messieurs, fit-il doucement. Ne nous hâtons pas d'accuser du plus lâche forfait un pauvre diable qui n'est peut-être coupable que d'imprudence. »« Oh, docteur, docteur !» protestèrent 5 ou 6 voix. « Permettez, ne nous laissons pas emporter et réfléchissons. À tout assassinat, il faut un mobile, et un mobile tout-puissant, car sans parler de l'échafaud à risquer, il n'est pas d'homme capable d'en tuer un autre pour le seul plaisir de verser du sang. Or, ici, j'ai beau chercher, je ne vois pas quel intérêt eût armé le bras d'un assassin. Assurément, il n'espérait pas dépouiller notre pauvre camarade, donc l'idée de vol doit être écartée. Mais la haine, me direz-vous, mais la vengeance. Soit. Seulement, pour en vouloir à un homme à ce point de tirer dessus comme sur un chien, il faut avoir été cruellement offensé par lui, et pour ce, s'être trouvé en relation, en contact avec lui. Or, je vous le demande, n'y a-t-il pas tout lieu de croire que le meurtrier voyait ce matin Champsay pour la première fois ? Pardon, mon commandant, il le connaissait très bien. L'interrupteur était un des matelots à qui on avait confié le meurtrier pour le conduire à la prison. Il s'avança, entortillant son bonnet de laine, et le vieux chirurgien, lui ayant fait signe de parler, « Oui, poursuivit-il, le gredin connaissait le lieutenant aussi bien que je vous connais, mon commandant, et la raison, c'est que le scélérat faisait partie des civils, des émigrants que nous avons amenés ici il y a 1 an et demi. Es-tu sûr de ce que tu dis là ? Comme je suis sûr que je vous vois, mon commandant.
D'abord, mon camarade et moi, nous ne l'avons pas remis, le brigand, parce que 18 mois dans ce chien de pays déforment terriblement un homme. Mais tout en le menant à l'ombre, nous nous disions « Voilà une tête que nous avons vue quelque part ». Pour lors, nous l'avons fait causer insensiblement, et il nous a conté la chose, qu'il avait été notre passager, et que même il savait mon nom, à moi, qui est Baptiste Le Floch. Si vive que fut l'impression produite par cette déposition, elle ne parut pas atteindre le docteur. Il passait, il est vrai, à bord de la Conquête pour tenir à ses opinions un peu plus que de raison. « Sais-tu, demanda-t-il au matelot, si cet homme était un des 4 ou 5 mauvais drôles qu'il a fallu mettre au fer pendant la traversée ? Il n'en était pas, mon commandant. S'est-il trouvé en rapport avec le lieutenant Champsay ? A-t-il été puni ou réprimandé par lui ? A-t-il eu l'occasion de lui adresser la parole ? Ah, dame, mon commandant, je ne sais pas, moi. Légèrement, le vieux chirurgien haussa les épaules et d'un ton indifférent. Vous l'entendez, messieurs, cette déposition est trop incomplète pour prouver quoi que ce soit. Croyez-moi donc, ne nous prononçons pas avant la justice, et allons nous coucher. Déjà le jour se levait, blafard et morne. Les marins se retirèrent par groupes. Le docteur se disposait à gagner le lit qu'il s'était fait dresser dans une chambre voisine de celle de son blessé quand un officier l'arrêta. C'était un de ceux qui étaient à l'affût aux côtés de Daniel, un lieutenant comme lui. « J'aurais 2 mots à vous dire en particulier, docteur, fit-il. « Très bien, prenez la peine de monter jusqu'à ma chambre, répondit le digne chirurgien. Et quand ils y furent seuls, la porte fermée, « Je vous écoute, dit-il. » Le lieutenant réfléchit en homme qui cherche une forme saisissante pour l'idée qui le préoccupe. Puis, gravement, « De vous à moi, docteur, interrogea-t-il. Croyez-vous à un accident ou à un crime ? » L'hésitation du vieux chirurgien fut visible. « À vous, répondit-il enfin, mais à vous seulement. Je répondrai franchement. Non, je ne crois pas à un accident. Seulement, comme nous n'avons aucune preuve, pardonnez-moi, je pense en avoir une. Oh, jugez-en, Daniel en tombant a dit « Ils ne m'ont pas manqué, cette fois ». Il a dit cela textuellement, et Saint-Edme, qui était plus éloigné que moi de Daniel, l'a entendu aussi distinctement que moi. À la grande surprise du lieutenant, le chirurgien-major ne paraissait que fort médiocrement étonné. Même ses yeux brillaient de cette satisfaction vaniteuse de l'homme qui, assistant à l'accomplissement de ses prévisions, se félicite intérieurement de sa perspicacité. Brusquement, il attira une chaise devant la cheminée, où on avait allumé un grand feu pour qu'il pût faire sécher ses vêtements, et s'étant assis, « Savez-vous, mon cher lieutenant, reprit-il, que c'est diablement grave, ce que vous m'apprenez là ? Que d'induction à tirer de cette seule phrase « Ils ne m'ont pas manqué cette fois ». Primo, elle prouve que ce pauvre Champsay était bien et dûment averti qu'on en voulait à sa vie. Secundo, ce pluriel « Ils ne m'ont » démontre qu'il se savait épié et menacé par plusieurs ennemis, et que, par conséquent, le gredin que nous tenons a des complices. Tertio, ces 2 mots, 7 fois, établissent catégoriquement que déjà on avait attenté au jour de notre ami. Voilà justement mes réflexions, docteur. Les sourcils froncés du digne homme dénonçaient l'effort de sa pensée. Eh bien, moi, continua-t-il lentement, j'ai eu le pressentiment très net de toutes ces circonstances, à la seule inspection du meurtrier. Vous rappelez-vous l'impudence extraordinaire de ce misérable, tant qu'il a espéré qu'on ne le convaincrait pas du meurtre, et après, quand il a compris que le calibre de son fusil le trahissait, a-t-il été assez abject, assez ignoblement plat ? Évidemment, cet homme est capable de tout. Oh, il suffit de le regarder. En effet, c'est pendant que je l'observais que je me suis remémoré les 2 singuliers accidents dont ce pauvre Champsay a failli devenir victime. Cette poulie qui lui est tombée du ciel, ce naufrage
au milieu du Donai. Je doutais alors. Après vous avoir entendu, je suis sûr. Il saisit le poignet du lieutenant et le serrant à le briser. Oui, poursuivit-il, je suis prêt à jurer que cet homme est le vil instrument de misérables qui haïssent et craignent Daniel Champcet, qui ont à sa mort un intérêt capital et qui, trop lâches pour faire leur besogne eux-mêmes, sont assez riches pour payer un assassin. Visiblement, le lieutenant était dérouté. Cependant, docteur, objecta-t-il, tout à l'heure, vous souteniez une opinion diamétralement opposée, n'est-ce pas? Précisément. Le vieux chirurgien souriait. J'avais mes raisons, fit-il. Plus je suis persuadé que ce misérable est un assassin, moins je suis d'avis de le crier sur les toits. Il a des complices, n'est-ce pas? C'est votre conviction. Certes. Eh bien, si nous voulons arriver jusqu'à eux, il est important de les rassurer, de leur laisser l'idée que tout le monde croit à un accident. Si on les effarouche, bonsoir, ils auront disparu avant que nous ayons étendu la main pour les saisir. On pourrait interroger Champcet, il donnerait peut-être des renseignements. Mais le docteur se redressant. « Interrogez mon blessé, interrompit-il d'un air furieux. Pour l'achever, n'est-ce pas? Halte là. Si j'ai ce bonheur inouï de le tirer d'affaire, personne n'approchera de son lit avant 1 mois. Et encore, nous aurons bien de la chance si dans 1 mois il est assez rétabli pour supporter une conversation suivie. » Il hocha la tête et, après un moment de silence, « D'ailleurs, ajouta-t-il, Champcet consentira-t-il à dire ce qu'il sait ou ce qu'il soupçonne? C'est au moins douteux. Par 2 fois, il a failli être assassiné. En a-t-il ouvert la bouche à âme qui vive? Les raisons qu'il a eues de se taire, il les a probablement encore. » Puis, sans s'arrêter aux objections de l'officier, « Enfin, prononça-t-il, je vais réfléchir, et j'irai prendre le procureur impérial au saut du lit. Ce que j'ai à vous demander, lieutenant, c'est de me garder le secret jusqu'à nouvel ordre. Me le promettez-vous? » « Sur ma parole, docteur. »« Alors, soyez tranquille, notre pauvre camarade sera vengé. Sur quoi, comme c'est à peine s'il me reste 2 heures devant moi pour dormir, permettez-moi d'en profiter. » Chapitre 24. Dès qu'il fut seul, en effet, le docteur se jeta sur son lit, mais le sommeil ne vint pas. Jamais il n'avait été si vivement intrigué. Il lui semblait que ce crime était le dénouement de quelque prodigieux mystère d'iniquité, et précisément parce qu'il avait, croyait-il, soulevé un coin du voile, il brûlait de l'écarter tout à fait. Pourquoi, se disait-il, pourquoi ce gredin que nous tenons ne serait-il pas l'auteur des 2 tentatives qui ont échoué? Cette présomption n'a rien qui répugne à l'esprit. Après l'avoir enrôlé, on aura sollicité et obtenu son embarquement sur la conquête, et il sera parti en se disant que ce serait bien le diable si pendant une longue traversée, ou dans un pays comme celui-ci, il ne trouverait pas l'occasion de gagner son argent sans courir aucun risque. Le résultat de cette impatience inquiète fut que dès 9 heures du matin, le chirurgien-major se présentait chez le procureur impérial. Il lui exposa fort nettement l'affaire, ses soupçons et ses espérances. Et 1 heure plus tard, il traversait la ville pour se rendre à la prison, accompagné d'un juge d'instruction et de son greffier. « Comment va l'homme que des matelots vous ont amené hier ?» demanda-t-il tout d'abord au geôlier. « Mal, monsieur. Il n'a pas voulu manger. »« Qu'a-t-il dit quand on vous l'a remis ?»« Rien. Il était comme hébété. »« Vous n'avez pas essayé de le faire causer ?»« Dame. Si, un petit peu. Il m'a répondu qu'il venait de faire un malheur, qu'il était désespéré, qu'il voudrait être mort. » Le juge adressa un regard au docteur, comme pour lui dire « C'est bien là l'homme que vous m'aviez annoncé. » Puis, se retournant vers le geôlier, « Conduisez-nous près du prisonnier, » commanda-t-il. C'est dans une cellule du 1er étage, fort étroite, mais propre, que le meurtrier avait été enfermé. Lorsqu'on y pénétra, il était assis sur son lit, les talons appuyés sur les barres, le menton dans la paume de ses mains. Apercevant le docteur, il se dressa brusquement, et les bras étendus en avant, les yeux roulants égarés dans leur orbite,
Il s'écria « L'officier est mort !»« Non, » répondit le chirurgien. « Non, rassurez-vous, sa blessure est grave, mais avant 15 jours, il sera sur pied. » Ce fut comme un coup de marteau sur le front du meurtrier. Il blêmit, sa bouche eut une contraction nerveuse et il trembla sur ses jarrets. Cependant, il dompta vite cette défaillance de la chair et se laissant tomber à genoux, les mains jointes, d'un mouvement mélodramatique. « Je ne suis donc pas un meurtrier, » murmura-t-il. « Oh mon Dieu, je vous rends grâce !» Et ses lèvres remuèrent comme s'il eût balbutié une fervente prière. L'hypocrisie la plus basse était évidente, car le regard démentait les paroles et la voix. Pourtant le juge parut dupe. « Voilà qui annonce de bons sentiments, » prononça-t-il. « Maintenant, relevez-vous et répondez-moi. Comment vous appelez-vous ?»« Évariste Crochard. »« Dit Bagnolet. »« Quel âge avez-vous ?»« 35 ans. »« Où êtes-vous né ?»« À Bagnolet, près de Paris, Seine. »« Même, c'est pour cela que les amis... » « Assez. Quelle est votre profession ?» Le meurtrier hésita. Ce que voyant, le juge ajouta « Dans votre intérêt, je vous engage à ne pas mentir. La vérité finirait toujours par être découverte. Et votre situation serait singulièrement aggravée. Répondez donc sans détour. »« Eh bien, je suis graveur sur métaux, mais j'ai fait un congé dans l'infanterie de marine. »« Qu'êtes-vous venu faire en Cochinchine ?»« Travailler de mon état. Je m'ennuyais à Paris. La gravure chômait, quand je rencontre un ami qui me conte que le gouvernement demande de bons ouvriers pour les colonies. » « Comment se nomme cet ami ?» Une fugitive rougeur colora les pommettes du meurtrier et d'une voix altérée. « J'ai oublié son nom, » fit-il vivement. Le juge, sans qu'il y parût, avait redoublé d'attention. « Voilà, » prononça-t-il froidement, « un manque de mémoire très fâcheux. Voyons, faites un effort, cherchez. Je me connais, ce n'est pas la peine. Soit, mais vous devez vous rappeler la profession de cet ami qui savait si bien que les bras manquaient au Cochinchine. Quelle était sa profession ? » Le meurtrier, cette fois, devint cramoisi de colère, et avec une violence extraordinaire. « Est-ce que je sais, moi ?» s'écria-t-il. « D'ailleurs, que font à mon affaire le nom et l'état de cet individu ? J'ai su par lui qu'on demandait des ouvriers. Je me suis présenté au ministère de la Marine. On m'a engagé et me voilà. » Debout, dans un des angles de la cellule, le vieux chirurgien-major ne perdait pas un tressaillement des muscles du meurtrier. Et il avait peine à se tenir de se frotter les mains, tant il était émerveillé de la froide habileté du magistrat à recueillir ces indices légers dont la réunion, à la fin d'une instruction bien conduite, forme pour le ministère public un faisceau de preuves accablantes. Le juge, cependant, du même air impassible, poursuivait. « Abandonnons donc cette question, puisqu'elle vous irrite si fort, et arrivons à votre séjour ici. Comment et de quoi avez-vous vécu depuis que vous êtes à Saïgon ? De mon travail, donc. J'ai des bras et je ne suis pas un feignant. Ainsi, vous avez trouvé à utiliser votre talent de graveur sur métaux ? Non. Cependant, d'après votre réponse, Évariste Crochard, dit Bagnolet, dissimula mal un geste d'impatience. « Si vous ne voulez pas me laisser causer, interrompit-il insolemment, ce n'est pas la peine de me questionner. » Le magistrat ne sourcilla pas. « Oh, causez à votre aise, dit-il froidement, j'ai le temps de vous écouter. » Pour lors donc, dès le lendemain de mon débarquement, le propriétaire du café de Paris, M. Farinol, m'a proposé une place de garçon de salle. Naturellement, j'ai accepté, et je suis resté 1 an chez lui. Maintenant, je sers à la table de l'Hôtel de France, tenu par M. Roy. On peut faire venir mes 2 patrons. Ils diront s'ils ont eu à se plaindre de moi. On les entendra, certainement. Et où logez-vous ? À l'Hôtel de France, comme de juste, chez mon patron. Décidément, le visage du juge devenait d'une bienveillance rassurante. « Et sont cela de bonnes places ? interrogea-t-il,
que ces places de garçons de café ou de restaurant dans les colonies? Mais oui, assez. On y gagne de l'argent, alors. Dame, c'est selon. Parfois ça va, d'autres fois ça ne va pas. Il y a des saisons. C'est ainsi de tout. Mais précisons mieux. Depuis 18 mois que vous êtes à Saïgon, avez-vous fait quelques économies? Le meurtrier demeura béant et troublé, comme s'il eût senti tout à coup que la bonhomie du magistrat l'avait attiré sur un terrain glissant et dangereux. « Si j'ai mis quelques sous de côté, répondit-il évasivement, ce n'est pas la peine d'en parler. Au contraire, parlons-en. Combien environ avez-vous amassé? » Les regards de Bagnolet, le rictus qui contractait sa bouche, disaient quelle rage intérieure dissimulait son calme. « Je ne sais pas, dit-il brusquement. Admirable de vérité fut le mouvement de surprise du juge. « Quoi ?» prononça-t-il. « Vous ignorez le chiffre de vos épargnes? C'est absolument invraisemblable. Quand on amasse sou à sou de quoi vivre dans ces vieux jours, on sait son compte. Eh bien, mettez que je n'ai rien économisé du tout. Comme vous voudrez. Seulement, il est de mon devoir de vous montrer la portée de votre déclaration. Vous affirmez n'avoir pas d'argent de côté, n'est-ce pas? Que répondrez-vous si, en opérant une perquisition chez vous, on y découvre une certaine somme? On ne l'y découvrira pas. Tant mieux pour vous, car désormais ce serait une terrible charge. Faites chercher. On cherche en ce moment même, et non seulement dans votre chambre, mais ailleurs. On saura si vous n'avez pas placé de l'argent, si vous n'avez pas des valeurs en dépôt chez quelques-unes de vos connaissances. Je puis avoir apporté de France un certain capital. Non, car vous venez de déclarer que vous viviez péniblement à Paris, et que la gravure chômait. Si terrible fut le mouvement de Crochard, dit Bagnolet, que le chirurgien crut qu'il allait se précipiter sur le juge. C'est qu'il se sentait enveloppé comme d'un filet dont les mailles de plus en plus se resserraient par toutes ces questions si inoffensives en apparence, et dont, cependant, la précision ne lui permettait aucun faux fuyant. « Répondez-moi d'un seul mot, » insista le juge. « Avez-vous apporté de l'argent de France, oui ou non ?» Le meurtrier se dressa, ses lèvres s'entr'ouvrirent pour une imprécation. Mais, se maîtrisant, il se rassit, et, avec un éclat de rire farouche. « Vous voudriez m'entortiller, n'est-ce pas? Et me faire me couper? Heureusement, j'y vois clair. Je ne réponds plus. C'est-à-dire que vous voulez vous consulter. Prenez garde, il n'est pas besoin de réflexion pour confesser la vérité. » Et le meurtrier s'obstinant à se taire, après une minute, le juge reprit. « Vous savez ce dont on vous accuse? On soupçonne que c'est avec l'intention de lui donner la mort que vous avez tiré sur le lieutenant Champsay. C'est un mensonge abominable. Vous le dites, du moins. Comment avez-vous su que les officiers de la Conquête avaient organisé une grande battue? Je l'avais entendu dire à la table d'hôte. Et vous avez abandonné votre service pour vous rendre à cette chasse, à une douzaine de lieues de Saïgon. C'est au moins singulier. Non, parce que j'aime beaucoup la chasse, et ensuite, je me disais que si je rapportais une certaine quantité de gibier, je le vendrais très bien. Et vous en auriez ajouté le prix à vos économies, n'est-ce pas? Sous la pointe de cette ironie, Crochard, dit Bagnolet, tressaillit de tout son corps, comme s'il eût été cinglé d'un coup de fouet. Mais, comme il ne soufflait mot, « Expliquez-nous, dit le juge, comment les choses se sont passées. » Sur ce terrain, le meurtrier se sentait maître de lui, ayant eu le temps de se préparer, et avec une exactitude qui faisait honneur à sa mémoire, ou à sa véracité, il raconta ce qu'il avait déjà raconté au docteur, sur le théâtre et sur le moment même de la catastrophe, ajoutant toutefois ce détail, que s'il s'était caché aussitôt le malheur arrivé, c'est qu'il n'avait que trop prévu à quelles accusations terribles l'exposerait sa maladresse. Et, à mesure qu'il parlait, se pénétrant de la vraisemblance de son récit, il reprenait l'assurance, l'impudence plutôt, qui semblait faire le fond de son caractère. « Connaissez-vous l'officier que vous avez blessé ?» lui demanda le juge quand il eut achevé. « Naturellement, puisque j'ai fait la traversée avec lui.
C'est le lieutenant Champsay. Avez-vous eu à vous plaindre de lui? Jamais. Et d'un accent d'amertume et de ressentiment. Quel rapport voulez-vous qu'ait eu un pauvre diable comme moi avec un gros personnage tel que lui? Est-ce qu'il aurait seulement daigné me regarder? Est-ce que j'aurais osé lui adresser la parole? Si je le connais, c'est pour l'avoir vu de loin se promener sur l'arrière avec les autres officiers, un cigare à la bouche, après un bon repas, pendant que nous autres, à l'avant, nous mangions notre morue et nous nous cassions les dents sur du biscuit moisi. Ainsi, vous n'aviez contre lui aucun motif de haine? Aucun, pas plus que contre les autres. Assis sur un méchant escabeau, son carton sur les genoux, son écritoire de corne à la main, le greffier, d'une plume rapide, écrivait les demandes et les réponses. Le juge lui fit signe que c'était fini, et s'adressant au meurtrier. « En voici assez pour aujourd'hui, dit-il. Je dois vous déclarer que je me vois obligé de changer en mandat de dépôt le mandat d'arrêt décerné contre vous. » « C'est-à-dire que vous allez me retenir prisonnier? » ?»« Oui, jusqu'à ce que la justice sache si vous êtes coupable d'un assassinat ou d'un homicide par imprudence. » Comme s'il eût prévu cette conclusion, Crochard, dit Bagnolet, haussa les épaules et d'une voix enrouée. « En ce cas, dit-il, je salirais plus d'une paire de draps ici. Vu que si j'avais été assez canaille pour comploter un assassinat, je n'aurais pas été assez bête pour aller le dire. » « Qui sait, fit le juge, certaines preuves valent un aveu. » Et se retournant vers son greffier, « Lisez au prévenu son interrogatoire, ajouta-t-il. L'instant d'après, cette formalité remplie, le juge et le vieux chirurgien quittaient la prison. Le magistrat était devenu excessivement grave. « Vous aviez raison, docteur, prononça-t-il. Cet homme est un assassin. Le soi-disant ami dont il n'a pu dire le nom n'est autre que le misérable qu'il a envoyé ici pour tuer M. Champsay. Sa fureur, quand je lui ai parlé de ses économies, prouve qu'il a reçu pour son crime une forte somme qu'il a cachée quelque part. » Et comme le chirurgien objectait qu'il eût peut-être dû pousser l'interrogatoire, « Je m'en serais bien gardé, répondit-il. Ce n'est que par un coup inattendu que je puis lui arracher le nom du lâche scélérat dont il est l'instrument. Et je le lui arracherai, ce nom, si M. Champsay se rétablit et consent à me donner un seul renseignement. Ainsi, docteur, soignez bien votre blessé. » Recommander Daniel au chirurgien-major était au moins superflu. Si le vieil original, comme on disait à bord de la Conquête, était impitoyable pour les carottiers qui essayaient de lui attraper une exemption de service, il avait pour ses malades des tendresses qui allaient croissant en raison directe de la gravité de leur état. Entre un amiral simplement indisposé et le dernier mousse de la flotte dangereusement blessé, il n'eût pas hésité. Sans façon, il eût campé là, monsieur l'amiral, pour courir aux mousses. Originalité plus rare qu'on ne pourrait croire. Il eût donc suffi que Daniel fût en grand péril pour lui être cher. Mais il y avait autre chose encore. De même que tous ceux qui avaient navigué avec le lieutenant Champsay, le docteur avait pour sa personne une vive sympathie et pour son caractère une sorte d'admiration. Enfin, il savait en possession de son blessé le mot d'une énigme de scélératesse qui le préoccupait extraordinairement. Malheureusement, la situation de Daniel était de celles qui déconcertent la science et où il n'y a rien à espérer que du temps, de la nature et de la constitution. Essayer de l'interroger eût été folie, car le délire ne le quittait pas. Par moments, il se croyait à bord de sa chaloupe, au milieu des marais du Cambodge, mais le plus souvent, il s'imaginait lutter contre des ennemis acharnés à sa perte. Et sans cesse, les noms de Sarah Brandon, de Thomas Elgin et de Mistress Bryan revenaient sur ses lèvres, mêlés d'imprécations et de menaces terribles. Et pendant 20 jours, il en fut ainsi. Et pendant 20 jours et 20 nuits, on put voir, penché sur le lit du blessé, épiant chacun de ses tressaillements, son matelot, ce Baptiste Le Floch, qui avait arrêté le meurtrier. Une de ces braves filles de la sagesse qu'enflamme le génie de la charité et qu'on rencontre sur tous les points du globe, partout où il y a un malade à soigner,
eût été moins patiente, moins attentive, moins ingénieuse que le rude marin. Il avait retiré ses souliers pour ne point faire de bruit, et on le voyait aller et venir sur la pointe du pied, la physionomie inquiète et affairée, préparant les tisanes, maniant de ses grosses mains calleuses, avec des précautions risibles et attendrissantes, les minces fioles de potions dont il fallait donner une cuillerée d'heure en heure. « Je te ferai nommer infirmier en chef de la marine. »« Le Floch, » lui disait le docteur. Et lui, hochant la tête, « Je n'aurais point de goût pour cet état, mon commandant, » répondait-il. « Seulement, voyez-vous, quand nous étions là-bas, sur le Cambodge, et que Baptiste Le Floch se tortillait comme un ver dans les coliques du choléra, et qu'il était déjà devenu froid et tout bleu, le lieutenant Champsay n'a pas envoyé chercher pour le frictionner de ces fainéants d'anamite. Il l'a fichtre bien frotté lui-même, jusqu'à ramener la chaleur et la vie. Pour lors, je tâche de m'acquitter un petit peu. Et tu serais un fier coquin si tu agissais autrement, mon garçon. » C'est que le chirurgien-major ne quittait guère non plus son blessé. Il le visitait 4 ou 5 fois par jour, une fois au moins chaque nuit, et souvent il restait de longues heures assis devant le lit, étudiant la maladie, subissant, selon les symptômes qui se manifestaient, les plus cruelles alternatives de crainte et d'espoir. Et c'est ainsi qu'il apprit en partie l'histoire de Daniel, qu'il devait épouser mademoiselle de la Villauderie, dont le père, fou d'amour, avait épousé une aventurière, et qu'on l'avait séparé de sa fiancée grâce à un faux ordre d'embarquement. C'était la confirmation des conjectures du docteur. De si lâches faussaires ne devaient pas hésiter à payer des assassins. Mais le digne chirurgien avait trop la conscience de sa profession pour divulguer des secrets surpris au chevet d'un malade, et quand le juge d'instruction, dévoré d'impatience, venait le trouver, ce qui arrivait tous les 2 ou 3 jours, il répondait « Je ne sais rien de nouveau. Il se passera encore des semaines avant que vous puissiez interroger mon blessé. J'en suis bien fâché pour Évariste Crochard, dit Bagnolet, qui doit s'ennuyer en prison, mais il attendra. » Cependant, à la longue exaltation de Daniel succédait une période d'anéantissement. L'ordre semblait se rétablir peu à peu dans son cerveau. Il reconnaissait ceux qui l'entouraient. Il balbutiait quelques paroles sensées. Mais il était si extraordinairement affaibli qu'il restait presque continuellement plongé dans une sorte d'anéantissement qui ressemblait à la mort. Et quand il sortait de cette torpeur, c'était pour demander d'une voix éteinte « N'est-il donc pas venu pour moi des lettres de France ?» Invariablement, d'après l'ordre formel du docteur, le Floch répondait « Non, mon lieutenant. » En quoi il mentait. Depuis que Daniel gisait sur son lit, 3 vaisseaux étaient arrivés, 2 Français et un Anglais, et parmi les dépêches se trouvaient 8 ou 10 lettres à l'adresse du lieutenant Champsay. Seulement, le vieux chirurgien se disait, non sans raison, « Assurément, c'est presque un cas de conscience de laisser ce malheureux dans une si pénible inquiétude, mais cette inquiétude ne présente aucun danger, tandis qu'une émotion forte le tuerait aussi sûrement et aussi vite que mon souffle éteint une chandelle. » 15 jours se passèrent encore, pendant lesquels Daniel reprit quelques forces, et enfin il entra dans une sorte de convalescence, si toutefois on peut appeler convalescent un malheureux encore incapable de se retourner seul sur son lit. Mais avec la conscience de sa situation, la force de souffrir lui revenait, et à mesure qu'il se rendait compte du temps écoulé depuis sa blessure, ses angoisses prenaient un caractère alarmant. « Il est impossible qu'il n'y ait pas de lettres pour moi, disait-il à son matelot. On me les cache, je les veux. Si bien que le docteur comprit qu'à la longue, cette excessive agitation deviendrait aussi dangereuse que l'émotion qu'il redoutait. « Risquons donc la partie, dit-il un jour. C'était par une brûlante après-midi, et il y avait alors 7 semaines que Daniel avait été blessé. Le Floch le haussa sur ses oreillers, le cala, selon son expression, pour qu'il fût plus à l'aise, et le docteur lui tendit sa correspondance. Un cri de joie échappa à Daniel. Du premier coup d'œil, il avait reconnu sur 3 enveloppes l'écriture de mademoiselle Henriette,
et il les portait à ses lèvres en disant « Enfin !» Elle m'écrit. Si violente fut la secousse que le docteur eut presque peur. « Du calme, mon cher ami, » prononça-t-il, « du calme. Soyez homme, sacrebleu. » Mais Daniel, souriant, car toutes ses velléités de soupçon s'étaient envolées, « Rassurez-vous, docteur, la joie n'est jamais dangereuse et il ne peut me venir que de la joie de celle qui m'écrit. Voyez, d'ailleurs, comme je suis calme. » Si calme que l'idée ne lui vint pas de chercher la première en date de ces 3 lettres. Il brisa au hasard une des enveloppes et lut. « Daniel, mon cher Daniel, mon seul ami en ce monde et mon unique espoir, en quelles mains infâmes m'avez-vous remise? À quel misérable avez-vous livré sans défense votre pauvre Henriette? Ce Maxime de Brévand, ce lâche que vous croyez votre ami, si vous saviez. » C'était la longue lettre que mademoiselle de la Ville-Audry avait écrite le lendemain du jour où monsieur de Brévand lui avait déclaré qu'il l'aimait, que tôt ou tard, de gré ou de force, elle lui appartiendrait, lui donnant à choisir entre les horreurs de la misère et la honte de devenir sa femme. Et à mesure que lisait Daniel, on pouvait voir une pâleur mortelle envahir son visage déjà si pâle. Ses yeux s'agrandirent démesurément et de grosses gouttes de sueur perlaient le long de ses tempes. Un tremblement nerveux le secouait, si violent qu'on entendait ses dents claquer. Des sanglots soulevaient sa poitrine et une écume rougeâtre frangeait ses lèvres décolorées. Enfin, il arriva aux dernières lignes. « Maintenant, » écrivait la jeune fille, « je comprends que peut-être aucune de mes lettres ne vous est parvenue. On a dû les intercepter. Celle-ci vous parviendra, car je vais la porter à la poste moi-même. Au nom de Dieu, Daniel, au nom de notre amour, revenez, revenez vite, si vous voulez sauver, non l'honneur de votre Henriette, car je saurais mourir, mais sa vie. » Alors, le chirurgien et le matelot furent témoins d'un effrayant spectacle. Cet homme, qui l'instant d'avant ne pouvait se soulever sur ses oreillers, ce malheureux si cruellement amaigri qu'il semblait un squelette, ce blessé qui n'avait que le souffle, repoussa violemment ses couvertures et s'élança au milieu de la chambre en criant d'une voix terrible. « Mes habits, le floc! Mes habits !» Le docteur s'était précipité pour le soutenir, mais il l'écarta d'un revers de bras, continuant. « Par le saint nom du Dieu! Le floc, te hâteras-tu? Cours au port, misérable! Il doit s'y trouver un vapeur. Je l'achète. Qu'on le mette sous pression à l'instant. Avant 1 heure, je veux être en route. » Mais cet effort inouï l'avait épuisé. Il chancela, ses yeux se fermèrent, et il s'évanouit entre les bras de son matelot en balbutiant. « Cette lettre, docteur, cette lettre, lisez, et vous verrez bien qu'il faut que je parte. » Soulevant son lieutenant comme un enfant entre ses bras robustes, le floc s'était hâté de le recoucher. Mais pendant plus de 10 minutes, le vieux chirurgien et le dévoué matelot en furent réduits à se demander si ce n'était pas un cadavre qu'ils avaient là, sous les yeux, et s'ils ne s'épuisaient pas en soins inutiles. Non, et ce fut le floc qui, le premier, discerna un léger tressaillement. « Il a bougé !» s'écria-t-il. « Regardez, mon commandant, il a bougé !»« Il vit, nous le sauverons encore !» Ils réussirent, en effet, à réveiller cette vie si près de s'éteindre, mais ils ne réveillèrent pas cette noble intelligence. Au regard froid et morne que Daniel arrêta sur eux, quand enfin il ouvrit les yeux, ils comprirent que la raison chancelante du malheureux n'avait pu résister à la violence inattendue de ce nouveau coup, et cependant il devait lui rester comme un vague souvenir de la lettre qu'il venait de lire. Ses efforts pour recueillir ses idées étaient visibles. D'un mouvement machinal, il passait et repassait sur son front ses mains amaigries, comme s'il eût essayé d'écarter le brouillard où s'anéantissait sa pensée. Puis une convulsion le secoua, et de ses lèvres s'échappèrent des flots de paroles incohérentes, où se mêlaient et se confondaient
les réminiscences de l'affreuse réalité et les conceptions extravagantes du délire. « Je l'avais prévu, » murmurait le vieux chirurgien. « Je ne l'avais que trop prévu. » Il avait alors épuisé toutes les ressources de son savoir et de sa longue expérience. Il avait suivi toutes les indications que peut suggérer la prudence humaine. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Ramassant la fatale lettre de mademoiselle de la Ville-Audry, il alla s'asseoir pour la lire, dans l'embrasure d'une fenêtre. Les indiscrétions du délire de Daniel en avaient assez appris au digne docteur pour qu'il fût en état de comprendre l'épouvantable cri de détresse de la malheureuse jeune fille, et le floc qui l'observait vit une grosse larme rouler le long de ses joues, et l'instant d'après des flots de sang empourpraient son visage. « C'est à devenir fou !» grondait-il. « Pauvre Champsay !» Et tel qu'un homme qui ne se possède plus et à qui le mouvement devient indispensable, il froissa la lettre, la mit dans sa poche et sortit en jurant à faire tomber le crépi des murs. À cette même heure, justement, informé de l'épreuve qui devait être tentée, le juge d'instruction venait aux nouvelles. Apercevant de loin le vieux chirurgien qui traversait la cour de l'hôpital, il courut à lui, et dès qu'il fut à portée de la voix, « Eh bien » cria-t-il. Le docteur fit quelques pas en avant, et, avec un geste désespéré, « Le lieutenant Champsay est perdu, » répondit-il. « Mon Dieu, que me dites-vous là ? La vérité, voici Daniel maintenant aux prises avec une fièvre cérébrale, avec un transport au cerveau, pour mieux dire. Affaibli, épuisé, exténué comme il est, y résistera-t-il ? Non, évidemment. Il faudrait pour le sauver un second miracle, et, soyez tranquille, il ne se fera pas. Avant 24 heures, il sera mort, et ses assassins triompheront. Oh !» Les yeux du vieux chirurgien flamboyaient, et un sourire d'une amère ironie crispait ses lèvres. « Et qui donc, insista-t-il, empêcherait les gredins de triompher ? Daniel mort, vous serez obligé de relâcher, faute de preuves, l'abject scélérat que vous tenez en prison, ce crochard dit Bagnolet. Ou si vous l'envoyez devant un tribunal, ce sera sous la grotesque prévention d'homicide par imprudence, et il en sera quitte pour 1 an de prison. Et cependant, vous le savez comme moi, c'est volontairement qu'il a frappé une des plus nobles créatures humaines que j'ai connues, anéanti le cœur le plus loyal et une des plus hautes intelligences que je sache. Et à l'expiration de sa peine, il palpera le prix du sang de Daniel Champsay et il le dépensera en crapuleuses orgies. Et les autres, les vrais coupables, les misérables qui l'ont payé, ils s'en iront de par le monde, le front haut, riches, honorés, dédaigneux, faisant insolemment sonner leur réputation d'honneur. « Docteur !» Mais le vieil original était lancé. « Ah, laissez-moi !» interrompit-il. « Votre justice humaine, voulez-vous que je vous dise mon opinion ? Elle me fait pitié. Quand vous avez envoyé, chaque année, 3 ou 4 assassins stupides à l'échafaud, et au bagne quelques douzaines de répugnants gredins, vous vous drapez fièrement dans vos robes noires, et vous estimez que tout est pour le mieux, et qu'une société si bien gardée peut dormir sur les 2 oreilles. Eh bien, savez-vous la vérité ? Vous ne prenez que les maladroits, les imbéciles. Les autres, les forts, glissent à travers les mailles de vos codes, et sûrs de leur adresse et de votre impuissance, ils jouissent dans l'orgueil de leur impunité, du fruit de leurs crimes, jusqu'au jour, il hésita. Et lui qui pourtant faisait volontiers profession d'athéisme, il ajouta, jusqu'au jour de la justice divine. Bien loin de paraître froissé de cette explosion d'indignation, le magistrat écoutait d'une physionomie impassible. « Il faut, prononça-t-il froidement, quand il vit le docteur à bout d'haleine, il faut que vous ayez découvert quelque chose de nouveau. Assurément. Je tiens, j'en suis convaincu, le fil de l'intrigue effroyable qui tue mon pauvre Daniel. Ah, s'il survivait, mais il ne peut survivre. Eh bien, rassurez-vous, docteur. Vous l'avez dit, le pouvoir de la justice est borné, et bien des forfaits lui échappent. Mais ici, que le lieutenant Champsay vive ou meure, justice sera faite, je vous le promets.
Il s'exprimait d'un ton de certitude si absolue que le vieux chirurgien-major en fut ému. « Est-ce que le meurtrier aurait tout avoué » s'écria-t-il. Le magistrat secoua la tête. « Non, répondit-il, et même depuis le premier interrogatoire, je n'ai pas revu le prévenu. Mais je ne me suis pas endormi. J'ai cherché, et j'ai recueilli assez d'indices pour me croire sûr de faire éclater la vérité. Et si de votre côté vous avez quelques renseignements positifs, oui, j'en ai, et les événements sont tels qu'ils m'autorisent à vous les communiquer. J'ai là, de plus, une lettre. » Il sortait déjà de sa poche la lettre de mademoiselle de la Ville-Audry, mais le juge l'arrêta, disant « Nous ne pouvons causer ici, au milieu de cette cour, où tout le monde nous observe des fenêtres. Le tribunal est à 2 pas. Voulez-vous m'y suivre, docteur ?» Pour toute réponse, le chirurgien enfonça sa casquette sur sa tête et prit le bras du magistrat et, l'instant d'après, le soldat de faction à la porte de l'hôpital de Saïgon les vit sortir, causant avec une animation extraordinaire. Une fois arrivé à son cabinet, le juge d'instruction ferma soigneusement la porte et, après avoir invité le docteur à s'asseoir, « Dans un moment, je vous demanderai vos renseignements. Écoutez les miens. Je sais à cette heure qui est Évariste Crochard, dit Bagnolet, et je connais les principales circonstances de sa vie. Ah, il m'en a coûté du temps et de la peine. Mais la justice humaine est patiente, docteur. » Réfléchissant que cet homme avait fait à bord de la Conquête une traversée de plus de 4 mois en compagnie de 150 émigrants, je me suis dit qu'il était impossible qu'il n'eût pas essayé de tromper les heures d'ennui par de longues causeries. Il s'exprime avec facilité, il est parisien, il a été soldat, il a couru le monde, il devait être écouté. J'ai donc mandé ici, dans mon cabinet, un à un, tous les anciens passagers de la Conquête que j'ai pu découvrir, 100 environ, et je les ai interrogés, et je n'ai pas tardé à reconnaître la justesse de mes conjectures. À chacun d'eux, plus ou moins, selon le degré de démoralisation ou d'honnêteté qu'il lui supposait, Bagnolet avait confié quelques particularités de son existence. J'ai rassemblé les dépositions de tous ces témoins, je les ai coordonnées, comparées, ajustées, contrôlées l'une par l'autre, et c'est ainsi que des récits du prévenu, de ses aveux ou de ses demi-confidences, de certaines allusions, de ses vanteries, de ses épanchements quand il avait bu plus que de coutume, je suis arrivé à composer une biographie dont l'exactitude ne saurait guère être mise en doute. Sans paraître remarquer l'étonnement du chirurgien-major, le juge d'instruction avait ouvert un vaste carton placé sur son bureau et en avait retiré une liasse énorme de paperasses. Il l'éleva en l'air en disant « Voilà les dépositions textuelles de mes 100 et quelques témoins. » Puis, montrant 4 ou 5 feuilles de papier, couvertes à mi-marge d'une écriture fine et serrée, « Et j'en ai extrait ceci, ajouta-t-il. Ainsi, docteur, prêtez-moi toute votre attention. » Et tout aussitôt, il commença la lecture de cette biographie de son prévenu, rédigée comme le sont les notes des casiers judiciaires, tantôt lisant, tantôt commentant et expliquant ce qu'il avait écrit. Évariste Crochard, dit Bagnolet, est né à Bagnolet en 1829. Il est donc plus âgé qu'il ne dit, bien que paraissant plus jeune. Il est né en février, et cette date est fixée par la déposition d'un témoin auquel le prévenu, pendant la traversée, a offert une bouteille en disant « C'est aujourd'hui mon jour de naissance ». De tous les dires du prévenu, parfaitement d'accord sur ce point, il résulte que ses parents devaient être de très honnêtes gens. Son père était contremaître dans une fonderie de cuivre, sa mère était couturière. Il se peut qu'ils vivent encore, mais il y a des années qu'ils ont cessé de voir leur fils. Le prévenu avait été placé dans une école, et, à l'en croire, il apprenait très bien et montrait de remarquables dispositions. Mais dès qu'il eut une 12aine d'années, il se lia avec plusieurs mauvais sujets de son âge, et souvent il désertait la maison paternelle pendant des semaines entières qu'il passait à Paris. Quels étaient ses moyens d'existence lorsqu'il était ainsi en état de vagabondage, il ne l'a jamais expliqué bien clairement. Mais il donnait de tels détails sur la façon dont les précoces voleurs de la capitale dévalisent les étalages
que beaucoup de témoins le soupçonnaient d'avoir pratiqué ce genre de vol. Ce qui résulte positivement de ces déclarations, c'est que son père, désolé de son inconduite et désespérant de le voir s'amender jamais, le fit enfermer correctionnellement lorsqu'il atteignit 14 ans. Mis en liberté au bout de 18 mois, il fut placé en apprentissage et arriva promptement à connaître assez son métier pour y bien gagner sa vie. Cette dernière allégation doit être un mensonge. 4 témoins, dont un exerçant la même profession que Crochard, déclarent qu'ils ont eu l'occasion de le voir à l'œuvre, et que s'il a été autrefois un ouvrier passable, il n'y paraît plus. Il ne put pas d'ailleurs pratiquer longtemps, car il était en prison depuis plus d'1 an, quand la révolution de 1848 éclata. Qu'il fut en prison, voilà le fait certain, raconté par lui à plus de 25 personnes. Mais il expliquait fort diversement son emprisonnement, et on relève presque autant de versions différentes que de témoins. À l'un, il raconte qu'il a été condamné pour avoir, étant ivre, donné un coup de couteau à un camarade. À l'autre que c'est pour une batterie dans un tripot clandestin. À un troisième, il laisse entrevoir qu'il s'est trouvé compromis, bien qu'innocent, dans une affaire d'escroquerie organisée pour dépouiller un riche étranger. La prévention est donc en droit de conclure, sans témérité, que Crochard avait été tout simplement condamné pour vol. Libéré peu après les événements de juin, au lieu de reprendre son état, il entre comme aide-machiniste dans un théâtre des boulevards. Au bout de 3 mois, il en est chassé pour des intrigues de femmes, à ce qu'il dit à l'un, ou, s'il faut croire ce qu'il dit à un autre, à la suite d'un vol commis dans la loge d'une actrice et dont on n'avait pas découvert l'auteur. À bout de ressources, il s'engage comme palefrenier dans un cirque nomade et court ainsi la province. Mais à Marseille, blessé dans une rixe, il est contraint d'entrer à l'hôpital et il y reste 2 mois. Revenu à Paris, on ne sait comment, il s'était associé avec un saltimbanque lorsqu'il dut tirer au sort. Il amena un bon numéro, mais l'année suivante, nous le trouvons en relation avec un marchand d'hommes dont il était, en quelque sorte, le courtier. Bientôt, l'idée lui vint de se vendre lui-même, tourmenté qu'il est d'un désir furieux de posséder 1500 francs à la fois pour les dépenser en débauche. Ayant réussi à dissimuler ses antécédents judiciaires, il est admis en qualité de remplaçant au 63e de ligne. Mais 1 an ne s'était pas écoulé que son insubordination l'avait fait envoyer en Afrique aux compagnies de discipline. Il y reste 16 mois et s'y conduit assez bien pour obtenir d'être incorporé au 1er régiment d'infanterie de marine, dont un bataillon allait s'embarquer pour le Sénégal. Cependant, il était loin d'être revenu à de meilleurs sentiments, et la preuve, c'est qu'il ne tarda pas à être condamné à 10 ans de travaux publics pour un vol de nuit, avec effraction, dans une maison habitée. Le chirurgien-major, qui depuis un moment avait donné quelques signes d'impatience, se dressa comme s'il eût été mu par un ressort. « Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le juge, fit-il, mais êtes-vous bien sûr de la véracité de vos témoins ? Pourquoi en douterais-je ? Parce qu'il me semble bien fort qu'un gredin intelligent tel que le paraît être ce Crochard se soit dénoncé lui-même. Aussi, ne s'est-il pas dénoncé ? Ah ? Il a parlé souvent de cette condamnation, mais toujours il l'a attribuée à des voies de fait envers un supérieur. À cet égard, il n'a jamais varié. Diable, alors comment avez-vous su la vérité ? Oh, bien simplement. J'ai cherché, et j'ai fini par découvrir ici, à Saïgon, dans le 2e régiment d'infanterie de marine, un sergent-major qui était au 1er régiment en même temps que Crochard. C'est de lui que je tiens des détails précis, et il est impossible de se tromper quant à l'identité. Dès que j'ai eu prononcé ce nom de Crochard, mon sous-officier s'est écrié « Ah oui, Crochard, dit Bagnolet !» Et comme le docteur s'inclinait sans répondre, « Je reprends, dit le juge. » Et, en effet, il reprit. Les récits du prévenu ayant rapport à sa détention sont en général trop insignifiants pour être rapportés. Cependant, il est une particularité que la prévention retient et qui servira peut-être à mettre sur la trace des instigateurs du crime qui nous occupe. En 3 occasions, et devant au moins 3 témoins chaque fois, Crochard a tenu, presque dans les mêmes termes, les propos que voici.
Ce qu'on ne croirait pas, c'est que dans les prisons, on fait souvent de très belles connaissances. On y rencontre des fils de famille qui ont fait quelques bêtises et quantité de gens qui, voulant faire fortune très vite, n'ont pas eu de chance. Une fois sortis, beaucoup de ces gaillards-là vous attrapent de très belles positions et après, si on les rencontre, dame, ils vous donnent un coup de main. J'en ai connu là-bas qui roulent voiture à 7 heures. Le docteur était devenu silencieux. « Oh, murmura-t-il, ces gens que l'assassin a connus ne seraient-ils pas ceux qui ont armé son bras ? Voilà ce que je me suis demandé. C'est que les ennemis de Daniel font de fiers misérables, monsieur le juge. Et si vous connaissiez la lettre que j'ai là, et qui sans doute sera cause de la mort de ce digne garçon. » « Permettez-moi de finir, docteur, » interrompit le juge. Et plus rapidement, il poursuivit. « Ici, il y a une lacune. De quoi et comment le prévenu a-t-il vécu à Paris où il était revenu après sa libération ? À quelles industries ignobles ou illicites a-t-il demandé les moyens de satisfaire ses passions ? La prévention en est réduite aux conjectures, Crochard s'étant montré fort sobre de détails et s'étant tenu dans le vague pour tout ce qui concerne ces dernières années. Ce qui est prouvé, c'est que tout ce qu'il emportait quand il s'est embarqué, les outils de sa profession, le linge enfermé dans sa malle, les vêtements qu'il portait, depuis la casquette jusqu'aux souliers, tout était neuf. Pourquoi ? Le juge d'instruction en était arrivé à la dernière ligne de son premier feuillet. Le chirurgien se leva et s'inclinant devant lui. « Par ma foi, monsieur, prononça-t-il, je vous rends les armes, et je commence à croire que le lieutenant Champsay sera vengé. » Le sourire de l'orgueil heureux monta aux lèvres du magistrat, mais reprenant bien vite son masque impassible, comme s'il eût été honteux de cette faiblesse, « Je pense, en effet, prononça-t-il, avec une fine pointe d'ironie, que la justice humaine, cette fois, saura atteindre les coupables. Avant de me féliciter, cependant, attendez. » Le vieux chirurgien était de bien trop bonne foi pour essayer de dissimuler son profond étonnement. « Quoi ? » exclama-t-il. « Vous avez recueilli d'autres indices encore ?» Gravement, le magistrat hocha la tête. « La biographie que je viens de vous lire, prononça-t-il, ne prouve rien. Et ce n'est pas avec des présomptions et des probabilités, si fortes qu'elles soient, qu'on obtient des jurés une condamnation. Ils veulent, ils exigent des preuves matérielles, palpables. Eh bien, ces preuves, je les ai. » Oh ! De ce même carton d'où il avait sorti le dossier Crochard, le juge tira une lettre qu'il agita d'un air menaçant. « Voilà, dit-il, ce que monsieur le procureur impérial a reçu 12 jours après le dernier attentat dont monsieur Champsay a été victime. Écoutez cela, docteur. » Et il se mit à lire. « Monsieur le procureur impérial, un matelot de passage à bien haut A, où je suis établi forgeron, nous apprend, à ma femme et à moi, que le nommé Crochard, dit Bagnolet, a blessé, peut-être mortellement, d'un coup de fusil, le lieutenant Champsay de la Conquête. Par suite de ce malheur, monsieur le procureur impérial, ma femme pense, et je crois pareillement, que ma conscience m'oblige à porter à votre connaissance une autre affaire très grave. Un jour, pendant la traversée, me trouvant sur une vergue, à côté de Crochard, aidant les matelots à serrer une voile, je le vis lâcher une grosse poulie, qui, tombant sur la tête du lieutenant Champsay, le renversa. Personne que moi n'avait rien aperçu, tant Crochard remonta vivement la poulie. Je me demandais si je devais le dénoncer, quand il se jeta à mes pieds en me conjurant de lui garder le secret, disant qu'il était bien malheureux et que si je parlais, il serait perdu. Croyant à une maladresse involontaire, je me laissai attendrir et je jurai à Crochard que la chose resterait entre nous. Ce qui vient d'arriver prouve bien, comme dit ma femme, que j'ai eu tort de me taire, et je me décide à tout révéler, quoi qu'il puisse m'en arriver. Cependant, monsieur le procureur impérial, je vous demande votre protection pour le cas où Crochard voudrait se venger sur moi ou sur les miens,
ce qui pourrait bien arriver, car c'est un homme très méchant, capable de tout, et surtout sournois. Ne sachant pas écrire, c'est ma femme qui vous fait cette lettre, et nous sommes, avec le plus grand respect. Le chirurgien se frottait les mains à s'enlever l'épiderme. « Et vous avez vu ce digne forgeron, monsieur le juge ?» interrompit-il. « Assurément, il est venu ici avec sa femme. Ah, livré à ses seules inspirations, il eût gardé le silence, tant le caractère sournois du prévenu lui inspire d'appréhension. La femme, par bonheur, a été plus brave. »« Décidément, » gronda le docteur, « les femmes valent peut-être mieux que nous. » Précieusement, le magistrat replaça la lettre dans le carton, et de son même accent calme. « Voici donc, poursuivit-il, la première tentative de meurtre bien et dûment prouvée. Pour la seconde, celle du Don Nye, je suis moins avancé. Cependant, j'ai des indications qui me donnent bon espoir. Je sais, par exemple, que Crochard est un nageur de premier ordre. Il n'y a guère que 3 mois, il fit, avec un des garçons de l'hôtel où il est employé, le pari de traverser 2 fois le Don Nye à la nage, au moment où le courant est le plus violent, et il gagna son pari. Mais c'est une preuve, cela, juge. Non, ce n'est qu'une probabilité en faveur de la prévention. Mais j'ai une autre corde à mon arc. On a la preuve, par le registre du bord, que le soir même de l'arrivée, Crochard est descendu à terre. Où et avec qui a-t-il passé la soirée? Pas un de mes 100 et quelques témoins ne l'a vu ce soir-là. Et ce n'est pas tout. Personne, le lendemain, n'a remarqué que ses habits eussent été mouillés. Donc, il a dû changer de vêtements, et pour en changer, il a fallu qu'il en achetât, car il n'avait rien emporté à terre que ce qu'il avait sur le corps. Où a-t-il acheté des habits? C'est ce que je découvrirai certainement, lorsque je ne serai plus forcé de mener l'instruction presque secrètement comme je l'ai fait jusqu'ici. Car il est une chose que je n'oublie pas. Les vrais coupables sont en France, et s'ils apprennent combien leur misérable complice est compromis, ils nous échappent. » Une fois encore, le chirurgien-major tira de sa poche la lettre de mademoiselle Henriette, et la tendant au juge. « Je les connais, les vrais coupables !» s'écria-t-il. « Je connais les ennemis de Daniel, Sarah Brandon, Maxime de Brévent et les autres. » Mais le magistrat, repoussant la lettre, « Les connaître, docteur, prononça-t-il, ne suffit pas. Il faut des preuves contre eux, claires, évidentes, indiscutables. Ces preuves, Crochard nous les fournira. Oh, je sais les façons des scélérats. Dès qu'ils se voient acculés par l'évidence et qu'ils se sentent perdus, ils s'empressent de nommer leurs complices et ils aident de toute leur perversité la justice à les retrouver. Ainsi agira le prévenu. Quand je lui aurai prouvé qu'il a été payé pour assassiner le lieutenant Champsay, il me dira par qui, et il faudra bien qu'il reconnaisse qu'il a été payé quand je lui représenterai ce qu'il lui reste de l'argent qu'il a reçu. » Le vieux chirurgien tressauta sur sa chaise. « Quoi? Vous avez mis la main sur le magot de Crochard ?» s'écria-t-il. « Non, pas encore, » répondit le juge. « Seulement… » Il dissimula mal un sourire, une grimace plutôt de satisfaction. Et plus vivement, « Seulement, je crois bien savoir où il est. Ah, je puis l'avouer, ce n'est pas le premier jour que j'ai découvert ce qui, très probablement, est la vérité. J'ai passé par bien des perplexités et des hésitations. Moralement sûr, après l'interrogatoire du prévenu, qu'il possédait, caché quelque part, une somme relativement considérable, c'est sur sa chambre que tout d'abord mon attention s'est portée. Aidé d'un agent adroit, je l'ai explorée, cette chambre, pendant 15 jours, avec une sorte de rage. Les meubles ont été démontés et sondés. On a dépaillé les chaises. J'ai fait soulever les carreaux et décoller la tapisserie. Rien. Je désespérais quand une idée me vint, d'une simplicité telle que j'en suis à me demander comment elle ne m'est pas venue dès le premier moment. « J'y suis !» m'écriai-je, et, pressé de vérifier mes doutes, je mandai sur le champ l'homme avec qui Crochard avait parié de traverser le Don Nye. Il a couru et… Mais j'aime mieux vous lire sa déposition. Il prit dans le dossier une grande feuille de papier et, se grimant de modestie, il lut le procès-verbal du greffier. « Monsieur le juge, à quel endroit du fleuve Crochard a-t-il exécuté son pari ? »
Le témoin. Un peu au-dessous de la ville. Monsieur le juge. Où s'est-il déshabillé? Le témoin. À l'endroit même où il s'est mis à l'eau, en face de la fabrique de tuiles de monsieur Wang Tai. Monsieur le juge. Que s'est-il passé relativement à ses vêtements? Le témoin, d'un air très surpris. Rien. Monsieur le juge. Pardon, il a dû se passer quelque chose. Cherchez bien. Rappelez vos souvenirs. Le témoin, se frappant le front. Ah, mais oui, en effet, maintenant je me rappelle. Quand Bagnolet fut déshabillé, je lui vis l'air si ennuyé que je crus qu'il avait peur de se mettre à l'eau. Pas du tout. Il tremblait pour ses habits, et il ne parut rassuré que quand je lui eus promis que je les garderais sur mon bras. Or, ses habits, c'était un méchant pantalon et une mauvaise blouse. Comme il m'embarrassait, je les déposai au pied d'un arbre. Lui, cependant, ayant fait son double trajet, aborde, mais au lieu d'écouter nos compliments, « Mes habits !» me crie-t-il, d'un ton furieux. « Eh !» lui dis-je, « ils ne sont pas perdus, ils sont là-bas !» Alors, lui, sans me répondre, me repousse violemment et se met à courir comme un fou vers ses effets. Enthousiasmé, le chirurgien-major s'était dressé. « Je comprends !» s'écria-t-il. « Oui, je comprends.